Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Les pionniers de la finance durable. Philippe Zawati, CEO de Mirova. C'est quoi investir de façon durable ? C'est se dire que on va faire des investissements qui vont être positifs pour la société, pour l'intérêt général. C'est prendre en compte l'intérêt général dans les investissements. C'est ne pas considérer que son intérêt particulier et notamment son intérêt financier particulier, mais se dire l'investissement, il doit apporter quelque chose à la société. Donc ça peut être soit une solution. Nous, on est très orienté vers les solutions au développement durable. Nous commençons cet échange en clarifiant les concepts de durabilité en finance dans le cadre des fonds d'actifs cotés et non cotés. Vous allez enfin comprendre de quoi il s'agit dans le contexte d'une équipe de gestion, d'un point de vue réglementaire, notamment avec la notion de fonds article 9, mais aussi d'un point de vue processus d'investissement. Il est question à nouveau de données et de la manière dont Mirova utilise, traite et analyse celles-ci pour permettre à ses gérants de prendre des décisions d'investissement raisonnées. Philippe détaille la création de la société de gestion aux côtés de Natixis et la diversification de l'offre, notamment vers le natural capital et les actifs réels. Nous parlons aussi du fonds de dotation Mirova Forward, des projets qu'il supporte, de la voting policy et de la stratégie de build-up. C'est une discussion hyper intense qui donne de nombreuses pistes de réflexion. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour ce petit coca. Pour discuter. Avec plaisir, ça commence mal, c'est pas très développement durable ça. Ah non, c'est vrai. Bon, alors pour cette menthe à l'eau. Écoute, je suis ravie de parler de finances durables avec toi. Comme je te disais, moi j'ai travaillé pas mal en gestion, donc c'est des sujets qui m'intéressent et qui m'intéressent encore plus depuis la mise en place de toute cette taxonomie verte et toute cette réglementation européenne. Tu vas nous parler de tout ça et surtout de ce que vous faites chez Mirova, mais j'aurais bien aimé quand même que tu nous expliques d'où tu viens, te présenter rapidement et nous expliquer comment tu es tombé dans la finance durable parce que tu es un des précurseurs français. Voilà, je ne suis pas tombé dedans quand j'étais tout petit comme Obélix. Presque. Non, pas vraiment. En fait, c'est plutôt une réflexion. Alors, j'ai l'habitude de dire que c'est la crise de la quarantaine, mais c'est un peu une réflexion de mi-carrière plutôt pour moi, parce que j'ai commencé dans la finance au début des années 90. Et en fait, bon, on a vécu une période quand même assez euphorique dans la finance pendant ces années-là, les années 90, même le début des années 2000. Voilà, des bulles financières, puis aussi une espèce de positionnement dans la société qui était très fort. C'est-à-dire être dans la finance, c'était être au sommet de la société en quelque sorte. Ça, c'est l'image du Golden Boy. C'est aussi l'image de toute cette génération d'ingénieurs qui débarquent dans la finance et qui veulent y apporter beaucoup de rationalité, de modèles, de mathématiques. Voilà. Donc je fais partie un petit peu de cette vague-là. J'ai été gérant quantitatif, donc j'ai fabriqué des modèles financiers et puis ensuite petit à petit j'ai pris d'autres responsabilités dans des sociétés de gestion, dans différentes organisations, notamment pendant une longue période à la Caisse des dépôts et au Crédit Agricole. Et en 2007, il se trouve que je suis arrivé chez Natixis en juin 2007, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines avant le déclenchement de la crise financière, et que donc c'est un moment un peu fort parce que c'est une première prise de responsabilité très importante. C'est le moment où j'arrivais comme numéro 2 de Natixis Asset Management. Et en fait, à un moment où tout ce qu'on avait raconté les 20 années précédentes était en train de se prendre un peu le choc de la réalité. C'est quoi, clair. Et où le positionnement du financier dans la société aussi change complètement. C'est-à-dire qu'il tombe de son piédestal en fait. C'est-à-dire on passe du Golden Boy à celui qui est accusé de faire, enfin la finance est mon ennemi, celui qui est accusé de faire des crises financières et des crises économiques et des crises sociales, et donc qui est un petit peu mis au banc des accusés. Voilà. Et donc ça. La conjonction de nouveau job, nouvelle responsabilité importante, crise financière, et puis beaucoup de rencontres de gens qui commençaient à réfléchir à ces moments-là au climat, à la finance durable, font que je me suis dit que c'était potentiellement une bonne idée d'essayer de réinventer un peu les codes de la finance et de se demander si la finance ne pouvait pas être
alors comme disait Jacques Attali, de revenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire quelque chose d'ennuyeux. Il a dit ça. Il a dit ça vraiment. C'est pas faux. Mais en tout cas, qu'on puisse refaire de la finance avec un objectif qui est d'apporter quelque chose de positif à l'intérêt général. Ouais. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir à ça. On a commencé à lancer les premiers fonds climat en 2009. Ça, au sein encore de Natixis ou tu avais déjà Ça, c'était créé... au sein de Natixis. Ouais. Et puis, on a créé la marque Pirova en fin 2012 au sein de Natixis. Donc, c'était une marque au début. Puis ensuite, on a fait de ça, on a fait un spin-off interne au sein de Natixis. On a créé une entité indépendante, une entité séparée, une filiale dédiée à l'investissement responsable qui s'appelle Mirova. Et donc, qui a été créée officiellement le 1er janvier 2014. Voilà. Top. Quel beau parcours. Alors, il y a plein de choses à raconter, on va pas pouvoir tout couvrir, mais je trouvais intéressant que tu nous fasses une petite piqûre de rappel, parce qu'il y a énormément de notions qu'on lit, qu'on entend sur l'ESG, RSE, ISR, SFDR. C'est quoi la définition d'un fonds ISR ? Et voilà, on va déjà commencer avec ça. Commençons avec ça. J'ai écrit un bouquin en 2009 qui s'appelait Investir responsable, en quête de nouvelles valeurs pour la finance. Donc, j'ai raconté un peu l'histoire de la finance durable depuis le 15e siècle et les Quakers aux États-Unis. Et je disais à ce moment-là déjà qu'il y avait une espèce de jungle lexicale. Ouais. On a des mots, alors c'est pire que tous les autres métiers. On a des jargons extraordinaires et puis on passe d'une notion à une autre. Donc, on a beaucoup parlé d'ISR plutôt au début des années 2000, puis maintenant on parle beaucoup d'ESG, donc environnement, social, gouvernance, puis on commence à parler maintenant d'impact, d'investissement à impact, en essayant à chaque fois d'aller un peu un cran plus loin. Mais la problématique principale qu'on rencontre sur ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas de définition en fait. Je veux dire, la réponse simple à la question, c'est il n'y en a pas. Et donc forcément, du coup, ça crée beaucoup de problématiques, de flou, de compréhension, de transparence, voire de greenwashing évidemment, c'est-à-dire de gens qui disent faire mais qui ne font pas grand-chose. Et avec plus ou moins de sincérité, quelquefois avec de la sincérité, quelquefois non, quelquefois c'est du cynisme pur, mais quelquefois on pense bien faire, mais par rapport à d'autres, on fait beaucoup moins bien. Ouais. Et comme les éléments de comparaison sont assez faibles, ça introduit effectivement beaucoup de débats. En fait, c'est quoi investir de façon durable ? C'est se dire que on va faire des investissements qui vont être positifs pour la société, pour l'intérêt général. C'est prendre en compte l'intérêt général dans les investissements. C'est ne pas considérer que son intérêt particulier, et notamment son intérêt financier particulier, mais se dire l'investissement, il doit apporter quelque chose à la société. Donc, ça peut être soit une solution. Nous, on est très orienté vers les solutions au développement durable. C'est-à-dire se dire, on fait face à des défis, des enjeux majeurs, changement climatique, chute de la biodiversité, inégalité, problématiques sociales, de pauvreté dans certains pays en voie de développement, etc. Comment est-ce qu'on fait face à ces différents sujets-là ? Et quelles sont les solutions qu'on peut y apporter. Donc ça, c'est une façon de faire de la finance durable, c'est-à-dire je vais réorienter les capitaux vers des gens qui vont apporter les solutions. Ouais. Il y a peut-être d'autres façons de faire de la finance durable. L'important, c'est de bien définir quels sont ses objectifs initiaux, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Ouais. En fait, quelle est notre intention ? Quand on parle d'investissement à impact, on dit généralement qu'il y a trois conditions pour dire qu'un investissement est un investissement avec de l'impact. C'est l'intention, l'additionnalité et la mesurabilité. Oui, donc, tout à fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un premier temps, le premier truc important, c'est qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Quelle est votre intention ? Et donc évidemment, l'intention doit être positive, doit être de rendre le monde meilleur d'une façon ou d'une autre. La deuxième critère, c'est l'additionnalité. Ça veut dire, est-ce que ce que vous faites apporte quelque chose ? Vous pouvez avoir une très bonne intention et puis faire quelque chose qui ne sert à rien, en gros. Ouais. Ou en tout cas que d'autres font déjà de façon très massive et donc que ce que vous apportez n'est pas réellement additionnel. Ouais. Vous ne faites que prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis le troisième, c'est mesurabilité. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, il faut que vous démontriez que ça a eu un réel impact. Ouais. Et donc, on est là-dessus aujourd'hui. Je pense que c'est la bonne façon d'analyser les choses. Ensuite, pour aller plus dans le détail, on a besoin d'avoir des indicateurs qui sont faits par des tiers indépendants. Et donc là, on entre dans deux voies.
les réglementations ou les labels. C'est comme ça qu'on arrive à différencier les Exact. choses dans un marché, Ouais. quel qu'il soit. Que ce soit le marché du bio ou le marché des machines à laver, ou quel qu'il soit. Vous avez à chaque fois besoin d'avoir soit un label, des indicateurs. Ça peut être les ABCDE des machines à laver, encore une fois, sur la consommation électrique, ou ça peut être un label de finances durables. Il en existe quelques-uns, on pourra y revenir. Ils ne sont pas très pertinents aujourd'hui, ils ne sont pas très efficaces, malheureusement. Mais ça, c'est une première voie. Et puis la deuxième, c'est la réglementation. Et là, c'est le régulateur qui dit « Oula, attention, on est sur un marché où il n'y a pas de définition. Et donc, on va vous donner un certain nombre de cadres de façon à ce que les épargnants aient un minimum de transparence et d'information. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mis-selling, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation de ce que vous leur racontez. Ouais. Et donc ça, c'est ce que la Commission européenne, notamment, a mis en place depuis quelques années, notamment avec la fameuse directive dite SFDR, qui est une directive européenne qui introduit une notion de classification des fonds d'investissement en plusieurs catégories. Voilà. On reviendra dessus. Voilà. Bah écoute, merci, c'est très clair. Alors, moi, je suis toujours intéressée de savoir comment on génère de la performance extra-financière. Alors, je suis très sensible de par mon expérience passée à la performance financière, au benchmark, et voilà, donc un OPCVM ou une SICAV, un FCP, peu importe, qui génère de la performance. Tout ça, on le quantifie, on le connaît, etc. Mais comment on parvient à concilier performance financière d'un côté et performance extra-financière, et comment ça se structure en termes vraiment d'asset management pur? En fait, nous, ce qu'on cherche à obtenir, c'est, avant même de parler de performance financière ou extra-financière, on cherche à obtenir des impacts positifs, économiques, environnementaux et sociaux. C'est-à-dire qu'on cherche des entreprises ou des projets qui ont une viabilité économique, qui vont gagner, qui vont être viables à long terme, qui vont faire du profit suffisant pour durer longtemps, et qui vont avoir un impact positif sur l'environnement et sur le social. C'est ça l'objectif. Ouais. Normalement, ça produit effectivement de la performance financière, ce qu'on pense, parce qu'il y a beaucoup d'innovations dans ces domaines-là, et puis parce que ce sont des vrais business models qui ont une véritable viabilité économique, et puis de la performance extra-financière à travers les impacts environnementaux et sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on va regarder les entreprises et les projets dans lesquels on peut potentiellement investir. Donc vos analystes. Et on va les analyser. Ouais. Voilà, on a des analystes, on a une équipe d'analyse ESG, environnemental, social, gouvernance, et c'est une équipe d'une vingtaine de personnes, et cette équipe-là regarde l'ensemble des entreprises et des projets et se fait une opinion. Donc de boîte cotée, hein. On parle bien de boîte cotée. Les deux. C'est une équipe qui travaille sur les deux. D'accord. C'est-à-dire que nous, on est un animal un peu particulier dans la gestion d'actifs. On est une structure, on gère une trentaine de milliards. On reviendra peut-être sur Mirova tout à l'heure. Bien sûr. Mais on gère cet argent-là à la fois sur des fonds cotés et des fonds non cotés. D'accord. Donc on gère des fonds d'infrastructure, de private equity, et puis des fonds donc investis directement sur les actifs listés, actions et obligations. Ouais. Et l'équipe d'analyse travaille pour les deux équipes de gestion, donc analyse à la fois des entreprises et des projets, avec la même méthodologie. D'accord. Qui est une méthodologie de compréhension du business model. En fait, la méthodologie part de l'intérêt général. Alors l'intérêt général, c'est quoi ? On l'a formalisé à travers les objectifs du développement durable, les ODD de l'ONU. Donc pour nous, c'est ça le développement, c'est ça le business plan de la planète en quelque sorte. Hein. Ouais. C'est l'intérêt général, le point de départ. Ensuite, on a traduit ces ODD en indicateurs que l'on peut regarder sur les entreprises. D'accord. Donc, quel impact sur le climat, l'impact sur la biodiversité. Et ça c'est via des sources de données, de la data, typiquement MSCI ou S&P. Par exemple. C'est des émetteurs de données. Enfin, c'est des émetteurs de données. On a choisi. Alors, nous, on a beaucoup travaillé sur ces données parce que malheureusement, elles sont de qualité assez variable, voire souvent médiocre. Alors, ça s'améliore, mais enfin, elles ont été très longtemps assez médiocres. Parce que ce sont les agences de notation extra-financière passent très peu de temps finalement. Enfin, un analyste dans une agence comme MSCI, ça passe une demi-journée par an à travailler sur une valeur. Hein. Vous voyez, c'est très faible. Parce qu'ils couvrent un nombre de valeurs très importantes et donc ils y passent assez peu de temps. Donc la qualité de ces notations a toujours été relativement faible. Hein. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur... D'abord, on fait de l'analyse nous-mêmes.
Et puis, on a beaucoup travaillé sur la sélection justement des partenaires avec qui on travaille. Puis, il n'y a pas que la donnée de l'agence extra-financière. Il y a beaucoup d'autres types de données. Il y a les données d'empreinte carbone, il y a les données d'empreinte sur la biodiversité, par exemple. Et là, on travaille avec des agences spécialisées. D'accord. Il y a des données sur l'égalité homme-femme, il y a des données sur la création d'emplois. Et à chaque fois, on est allé chercher des prestataires, des consultants qui sont spécialisés dans ce domaine-là et avec qui généralement on co-construit de la méthodologie. D'accord. Pour essayer d'avoir les données les plus fiables possibles. On est noyé sous les données aujourd'hui. C'est difficile à scaler ça. C'est énorme. Aujourd'hui, on estime, je discutais avec quelqu'un du NGFS, le réseau des banques centrales, ils ont fait une espèce de panorama de l'ensemble des données disponibles au niveau mondial et ils arrivaient à la conclusion que en fait, personne n'utilisait plus de 3 à 4% des données disponibles. Incroyable. C'est un peu comme ce qu'on dit de l'utilisation de notre cerveau. On n'utilise pas la totalité de notre cerveau, mais là, c'est pareil. On a une masse de données. Et donc, très souvent, il y a des gérants d'actifs qui ont tendance à dire on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas la bonne donnée. Il faut la chercher, il faut quelquefois même la fabriquer. Ouais. Alors, on est aidé par de la réglementation maintenant, puisque progressivement, la réglementation demande aux entreprises de produire de plus en plus de données standardisées sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que c'est compliqué. Même l'empreinte carbone d'une entreprise, c'est compliqué à définir. Scope 1, scope 2, scope 3, émissions directes, émissions indirectes, émissions évitées. Enfin, il y a tout un tas de débats potentiellement techniques, méthodologiques sur ce sujet-là. Mais si on arrive à construire de la donnée et à surtout comprendre la donnée qu'on utilise, alors je pense qu'on a suffisamment de choses pour se construire une opinion sur les entreprises. Oui. On peut se tromper. Et il faut d'ailleurs accepter qu'on puisse se tromper, parce que l'ESG n'est pas une science exacte. Oui. Mais on a suffisamment de données, je crois, aujourd'hui pour pouvoir commencer à se faire une opinion. Donc c'est ça qu'on fait. Oui. On se fait cette opinion-là. Les analystes procèdent au tri des boîtes qui sont admissibles dans les portefeuilles de Mirova. C'est ça. Et après, les gérants prennent des décisions d'investissement sur base financière. Ouais. Ils font de l'analyse financière comme tout gérant. Ouais. Alors simplement, avec un bémol par rapport à ce que tu dis là, c'est que c'est pas un processus aussi segmenté que ça. Et justement, on a voulu depuis le début que ça ne soit pas un processus aussi segmenté. Parce que moi, j'ai connu justement cette période où les analystes ESG étaient d'un côté de l'immeuble et les gérants de l'autre côté, que les gérants recevaient un fichier Excel avec la liste des entreprises éligibles et ensuite ils pleuraient parce qu'ils disaient mais pourquoi est-ce que celle-là je peux pas l'investir. Et donc, effectivement, ils avaient cette notion de contraintes. D'ailleurs, on appelait ça les contraintes ISR. Exact. Et c'est pas un très joli mot pour un gérant, une contrainte, pour qui que ce soit d'ailleurs. Avoir une contrainte, c'est pas cool, quoi. Certes. Et donc, aujourd'hui, quand on a créé Mirova, on a voulu précisément essayer de casser cette logique-là, en mettant les gérants et les analystes ensemble, en les mélangeant sur les plateaux, dans les équipes, et essayer au maximum, évidemment chacun a son job, c'est différent, mais essayer au maximum de faire travailler ces gens ensemble. Oui. C'est-à-dire que la génération d'idées, elle doit venir aussi de l'analyse ESG. Et quand un gérant a une idée parce que une boîte est financièrement très visiblement efficace, performante, eh bien elle peut revenir vers l'équipe ESG pour dire est-ce que vous pouvez m'analyser plus en profondeur cette entreprise-là. Où il y a des débats, les rencontres avec les entreprises se font ensemble, le gérant et l'analyste extra-financier. D'accord. Donc ça a beaucoup changé. Je crois qu'il y a un travail de collaboration qui est beaucoup plus fort que ce qu'on a connu dans le passé. En tout cas chez vous. En tout cas chez nous. Ok, super. Alors on a parlé avant, je ne sais pas si on en a parlé pendant l'enregistrement ou avant, des fonds article 9. Moi je me suis penchée sur ce sujet-là et c'est particulièrement... c'est quand même assez exceptionnel ce que tu me disais, à savoir que tous vos fonds sont des fonds article 9. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça implique et peut-être prendre l'exemple de l'offre que vous avez fait, l'annonce que vous avez faite en 2022 sur les fonds obligataires. Ça pourrait être intéressant. Tu nous expliques comment on labellise ces fonds la réglementation, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit il y a 3 catégories, article 6, article 8, article 9. C'est les articles de loi qui correspondent à ça. Personne ne sait ce qu'est devenu l'article 7 dans l'histoire. Et donc, article 6, en gros, c'est je ne m'intéresse pas aux critères ESG, je ne les prends pas en compte. Voilà, mais tu assumes et tu le dis. Et j'assume et je le dis, je fais que de la rentabilité, performance financière. Bon. Article 8, c'est je prends en compte les critères ESG. Donc ça m'intéresse, je les regarde et je les utilise dans mon processus de gestion. Article 9, c'est je cherche à avoir un impact positif à travers mes investissements. Là, tu mouilles ta chemise.
Exactement. Et donc là, forcément, nous, avec tout notre historique et tout ce qu'on a voulu faire, naturellement, on s'est dit, mais nous, on est article 9, c'est la définition de ce qu'on veut faire. On veut chercher à avoir un impact positif. Et donc, on a positionné naturellement tous nos fonds en article 9. Qui était déjà, en fait, c'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous étiez déjà mûr pour ça. C'est ce qu'on pensait, c'est ce qu'on pense toujours. On pense qu'on cherche à avoir des impacts positifs et donc, naturellement, on se positionne en article 9 sur l'ensemble de nos fonds. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché, les fonds article 9, ça représente 3% des fonds à peu près. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, et certainement moins à l'avenir, parce qu'il se déclassifie aussi. Alors voilà, c'est en train de baisser, c'est passé de 4 à 3%, donc c'est en train de baisser. Mais donc tu vois que quand nous on dit on veut être 100% article 9, on n'est pas juste un tout petit peu mieux que le marché, on est à une extrême du marché. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un premier temps, d'ailleurs, des gens qui sont classifiés article 9 en pensant que ça allait être pas facile, mais disons qu'il y avait une voie pour aller dans l'article 9. Parce que dans un premier temps, il y a eu juste la loi, la directive. Donc c'est la Commission européenne et le Parlement qui ont fait une loi en disant voilà la définition. Puis ensuite, le régulateur européen, l'ESMA, a eu pour mission de préciser concrètement qu'est-ce que ça veut dire article 9. Et là, l'ESMA a dit eh bien écoutez, un fonds article 9, c'est un fonds dans lequel toutes les lignes du portefeuille, une par une, ont un impact positif. À vous de définir ce que ça veut dire l'impact positif. On ne va pas le définir nous-mêmes, c'est vous en tant que gérant qui devez le définir. Mais ensuite, une fois que vous avez défini ce qu'était un impact positif, toutes les lignes de votre portefeuille, 100% doivent avoir un impact positif. Et donc ça, c'est évidemment très engageant, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à démontrer, ligne par ligne, chaque entreprise dans laquelle on investit, quel impact positif a cette entreprise. Sachant que ce sont des entreprises des fois qui sont multiformes, qui ont une partie de leur activité très impactante, mais qui gardent encore éventuellement des morceaux de leur activité qui le sont moins. Enfin, il n'y a pas que des pure players dans l'économie. Il y a des gens qui ont des activités mixtes. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Qu'est-ce qu'on considère ? À partir de quel niveau de chiffre d'affaires on considère qu'une entreprise a un impact positif ? Tout ça, c'est aux gérants aujourd'hui de le définir. Donc, nous, on a renforcé notre méthodologie pour expliquer la façon dont on voyait les choses et pourquoi, dans tous nos portefeuilles, toutes nos valeurs étaient avec un impact positif. Ça a entraîné quelques modifications de portefeuille. On a sorti une dizaine de valeurs qui, à réflexion, après analyse et compte tenu de cette nouvelle réglementation, nous paraissaient être un peu limite, pas suffisamment impactantes, et donc on les a sorties du portefeuille pour rester dans l'article 9. Ouais. Un certain nombre de nos concurrents ont décidé de rétro-pédaler à partir du moment où il y a eu cette demande de 100% donc de lignes positives. Ils se sont dit non, là, ça ne marche pas. Donc, ils sont redescendus en article 8. Et il y a eu pas mal de gros acteurs qui ont descendu la quasi-totalité de leur offre en article 8. Ça craint. Alors, ça craint parce que c'est une mauvaise interprétation initiale. Ça craint pour les investisseurs qui ont fait confiance et qui ont investi là-dedans. C'est plus clean en même temps. Et ça craint aussi parce que le pourcentage de fonds article 9 est en train de se réduire comme peau de chagrin. Alors à ça, il y a aujourd'hui des incertitudes qui demeurent et qui se comprennent parce que le régulateur risque d'aller encore plus loin et d'être de plus en plus exigeant. À tel point que même nous, un jour, peut-être, on ne pourra plus suivre cet article 9, ce qui serait vraiment très dommage. C'est-à-dire que c'est là où la régulation est un outil à utiliser intelligemment. C'est-à-dire que si tu mets une limite entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, si ta limite conduit à dire que 99,9% est mauvais et 0,1% est bon, ça ne servira à rien. Ça a juste servi à rien. Est-ce que c'est contraignant ou pas ? Les fonds article 9, tu as des audits ou comment ça se passe ? Alors, il n'y a pas d'audit aujourd'hui. Il n'y a pas d'audit. Simplement, c'est un engagement réglementaire. Il peut y avoir un contrôle réglementaire qui est fait. Ouais. Et donc, oui, il peut y avoir des sanctions du régulateur. Ouais. Il peut y avoir des sanctions du régulateur. Et donc, il y a eu cet article d'un certain nombre de journaux européens il y a quelques semaines, Le Monde et quelques autres, où ils ont fait une analyse assez simple, qui n'est pas idiote. Ils ont pris l'ensemble des fonds article 9, donc environ 500 fonds article 9, et ils ont regardé ce qu'il y avait dedans, dans les portefeuilles. Et ils ont mis en avant qu'il y avait beaucoup d'énergie fossile dans ces portefeuilles. Donc en posant la question, est-ce qu'on se moque de nous en fait avec ces fonds article 9 ? Et bon, c'est vrai. Je veux dire que quand on demande à un épargnant, est-ce que vous pensez que dans un fonds dit super vert, article 9, c'est normal d'avoir une compagnie pétrolière ? La réponse va être probablement non. Oui, tout à fait. Après, où est-ce qu'on met la barre ? Parce que ça veut dire quoi ? On enlève les pétroliers, très bien.
On enlève ceux qui font Les de la- banques. Bah Alors, si. si on enlève toutes les banques, ouais, qu'est-ce qui enfin, reste à la fin? Voilà. Donc, où est-ce qu'on met la limite? Ouais, Donc, ouais. c'est bien ça, la question de avoir une thèse d'investissement, expliquer sa thèse d'investissement. Je pense que Ouais. c'est assez clé. Et donc, le régulateur doit nous aider en quelque sorte à nous donner les outils qui permettent de tracer une ligne et de dire aux investisseurs, voilà, les 2 ou 3 ou 4% des fonds les mieux disants, c'est cela. D'accord. Top. Alors, si maintenant on regarde 10 ans après la création, enfin 11 ans maintenant, parce que ça a été créé en 2012, hein, c'est ce que Ouais, c'est ça, ouais. fin 2012, 10 ans, ça fait 10 ans. On a célébré nos 10 ans en novembre. Vous avez commencé par les fonds actions obligations, donc actifs traditionnels listés. Oui. Et vous vous êtes étendu vers d'autres classes d'actifs. Comme tu disais, si tu pouvais nous dresser un panorama de Mirova as of to date. Oui. Donc effectivement, on a commencé par les actions, puis les obligations, puis ensuite les infrastructures, private equity. Donc aujourd'hui, on gère un petit peu moins de 30 milliards d'euros. On est 200 personnes basées à Paris, Londres, Boston, Nairobi et Singapour. Ok. Donc Dans les 4 coins du monde, quoi. Voilà, vraiment les 4 coins du monde, une structure très internationale. Et aujourd'hui, on gère effectivement une grosse partie de nos actifs, environ 80% de nos actifs sont sur des actifs listés, c'est-à-dire donc des actions et des obligations. Donc dans les actions, on sélectionne des actions d'entreprises qui offrent des solutions pour le développement durable. Et dans les obligations, depuis le début, on est très orienté sur ce qu'on appelle les obligations vertes. D'accord. Donc ce sont des obligations qui sont fléchées vers des projets verts. Ouais. Et on a accompagné le développement de ce marché des obligations vertes depuis Il y en a pas mal sa qui sont création. cotés à Luxembourg d'ailleurs, au Luxembourg Stock Exchange. Absolument, ouais, le Luxembourg s'est positionné dès le début comme une place de cotation très, très importante de ces Ouais. obligations vertes. Ouais, tout à fait. Et donc on a développé donc ça sur les actifs listés, et puis ensuite sur les actifs non cotés, on est un gros acteur des énergies renouvelables. Donc on investit directement dans des projets d'énergie renouvelable et aujourd'hui un peu plus largement dans tout ce qui est transition énergétique, c'est-à-dire Donc énergie dans des renouvelable. fonds de private equity, climat, c'est ça? Alors, on investit directement dans des projets. On est propriétaire de fermes solaires, de parcs éoliens, de centrales hydroélectriques. Ah, top, je savais pas ça. Maintenant, de plus en plus aussi maintenant sur la partie mobilité, de stockage en batterie, de réseaux de recharge pour véhicules, de flotte de véhicules propres. Enfin voilà, Ok. donc de production d'hydrogène. Voilà, donc on est sur l'ensemble de ce spectre-là, et on est un des gros acteurs en Europe aujourd'hui de cette transition énergétique. Le deuxième acte historique très fort qu'on a, qui est sur des encours un peu moins importants, mais qui est très, très important pour nous, c'est l'économie sociale et solidaire. On est aujourd'hui un des leaders du financement de l'économie sociale et solidaire en France. Ok. Et puis, Au travers de votre propre plateforme ou de plateformes partenaires? au travers de nos investissements, notamment à travers l'épargne salariale. D'accord. Et puis le troisième pilier qu'on a développé depuis maintenant 5-6 ans, c'est ce qu'on appelle le capital naturel. J'allais y venir. Et donc là, on a investi dans... c'est très impactant parce qu'on investit dans des projets de restauration de terres dégradées dans des pays en développement, et puis de reforestation, d'agriculture durable. Et donc voilà, en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et puis se développe aussi maintenant tout le business autour des crédits carbone, Ouais. qui est important, mais qu'il faut faire avec prudence. Voilà, avec prudence, en mesurant bien les impacts que ça peut avoir. Top. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a un des points que j'aurais aimé aborder avec toi, parce que tu as très très bien décrit votre société. Mais alors, c'est une société, vous êtes assez jusqu'au boutiste, parce que vous êtes également une société à mission. Comment est-ce que le fait d'être entreprise à mission et d'avoir vraiment cette raison d'être au sein de vos statuts change la pratique concrètement au sein des équipes, d'un point de vue pur RH? Je dirais pas que ça a changé, parce que nous, on est vraiment... j'allais dire un peu, on dit en anglais mission native en fait, c'est-à-dire qu'on a créé Mirova comme des missionnaires, avec cette idée de changer les choses au niveau de la finance. Donc la société à mission était un aboutissement assez logique pour nous. Et alors non seulement logique pour nous, mais aussi dans le cadre de ce qu'on raconte aux entreprises dans lesquelles on investit. Nous, on a une position qui est que justement tout ce qui est le fonctionnement des marchés et qui donne un poids extrêmement fort à l'actionnaire est un non-sens, et qu'il faut changer ça, qu'il faut redonner le poids à toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et d'ailleurs, on avait financé la chaire des mines
de l'école des mines qui a été à l'origine de cette loi Pacte et de la société à mission. Excellent. Tous les travaux du Collège des Bernardins, si vous voulez aller regarder pour les auditeurs, et les travaux de l'école des mines sur qu'est-ce que c'est que la gouvernance d'une entreprise, comment est-ce qu'on peut la moderniser pour réellement mettre l'ensemble des parties prenantes autour de la table, comme on le fait dans un comité de mission. Ouais. Donc en fait, on a appliqué ça, on s'est appliqué à nous-mêmes ce que nous disons aux autres. C'était un petit peu ça l'idée de la société à mission. Puis on a fait Bicorp aussi parce qu'à l'international, parce qu'on voulait donner une image aussi internationale à cela et que société à mission pour l'instant c'est quand même quelque chose qui est très franco-français. J'espère que ça deviendra européen dans l'avenir. Mais c'est très intéressant parce que c'est même nous qui avions au démarrage quand même ça, la mission dans notre ADN, malgré tout, ça nous aide à structurer les choses, à discuter avec des parties prenantes, des gens et puis aussi à aligner l'ensemble de nos collaborateurs sur cette mission. Aujourd'hui, les gens qui arrivent et qui rentrent chez Mirova, ils savent où ils mettent les pieds d'une certaine façon. Voilà. Et ça, c'est les objectifs concrets que vous êtes fixés. C'est quoi les objectifs concrets ? Les objectifs concrets, l'objectif général, c'est faire de la finance un outil pour rendre le monde meilleur. Hein, c'est aussi simple que ça. Et alors après, ça passe par quoi ? Ça passe par des processus d'investissement. Ça passe par de l'innovation. Ça passe par notre propre responsabilité en tant que gérant et notamment ce qu'on fait à travers la philanthropie et notre fonds de dotation et ça passe par aussi beaucoup d'engagement avec l'ensemble des acteurs, notamment les régulateurs, les politiques, les entreprises. Donc on est très très vocaux, hein, nous on vit notre action comme une action politique, j'allais dire au bon sens du terme. Au sens large du terme. Top, alors on va parler de politique, de voting policy. Alors pour les gens qui sont dans l'asset management, ça va parler. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est qu'une voting policy et qu'est-ce que ça permet de faire ? Bien ou pas bien, hein ? Alors, quand on est un investisseur, on a des droits. Et notamment quand on est un investisseur en action dans une entreprise, on a le droit de voter à une assemblée générale. Exact. On a le droit de s'exprimer. Alors, pas sur tout, mais on a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut s'exprimer. Sur, par exemple, le vote pour élire les administrateurs de l'entreprise, sur des votes liés à la gouvernance, à la rémunération des dirigeants, aux grandes orientations stratégiques de l'entreprise. Et donc, ça, c'est un droit qu'il faut utiliser parce que les actionnaires qui ne l'utilisent pas sont des actionnaires, on va dire, passifs et qui donc finalement laissent l'entreprise aller dans le sens qu'elle veut, mais ne jouent pas ce rôle d'aiguillon et d'actionnaire actif. Donc nous, on essaie de jouer, on joue ce rôle d'actionnaire actif et de façon assez forte. On exprime et on dit aux entreprises dans quelle direction on pense qu'elles doivent aller, et notamment évidemment sur les sujets liés à l'écologie et au développement durable. Top, merci beaucoup. Alors encore 2 points, parce que j'ai encore plein de questions. Je me limite à 2. D'accord. Tu as brièvement parlé du fonds de dotation, c'est Mirova Forward. Mirova Forward, qu'on a créé il y a 2 ans. Ouais. C'est quoi la vision de... La vision est assez simple, c'est de se dire il y a des choses qu'on peut faire en tant qu'investisseur, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en tant qu'investisseur, qui ne rapportent pas d'argent, et donc où on a besoin d'un outil philanthropique pour faire ça. Ouais. Je vais donner un exemple très simple qui permet de comprendre. On est un gros investisseur dans l'énergie. Donc on investit dans l'éolien, le solaire, dans les énergies renouvelables. Donc ça, c'est très bien, on peut le faire à travers nos fonds d'investissement. En revanche, dans l'énergie, il y a aussi une autre problématique qui est tout ce qui est passoire thermique, précarité énergétique, des ménages qui n'arrivent pas à payer leur rénovation thermique parce qu'elles n'ont pas d'argent pour le faire et qui sont en situation de précarité. Ça, il y a aujourd'hui peu de structures d'investissement qui peuvent répondre à ce problème-là, et donc on le fait à travers la philanthropie. Okay. Donc on donne de l'argent à des structures qui vont aider ces ménages à rénover leur logement pour sortir de cette précarité. Ça, c'est un exemple. On peut avoir d'autres exemples sur l'égalité des chances, sur l'accès à l'eau, enfin voilà, sur d'autres choses comme ça, où là, on a une partie des revenus des fonds qui se déversent dans cet outil philanthropique, et puis qu'on investit ensuite dans des associations, des ONG, en partenariat, pour prolonger l'impact de Mirova d'une autre façon. Top. Et puis vous êtes aussi en stratégie de build-up. J'ai vu que vous aviez fait une acquisition récemment. Alors on a fait une acquisition. On a fait 2 acquisitions depuis notre création. La première, c'était il y a 5 ans. C'est une structure qui s'appelait Altelia, qui était basée à Londres et qui faisait justement de l'investissement dans les crédits carbone et le capital naturel. Ouais. Ça a permis d'accélérer notre développement dans ce domaine-là. Et là, on vient de faire une acquisition d'une boîte qui s'appelle Sunfunder et qui fait du financement d'entreprises qui sont des développeurs de solaire en Afrique.
D'accord. Donc là, l'idée, c'était, comme on est un acteur très important de la transition énergétique en Europe aujourd'hui, on voudrait étendre ça et on pense que les marchés, moi je suis convaincu que les marchés émergents c'est l'endroit où les besoins sont les plus importants aujourd'hui. Et donc, en tant qu'investisseur, je pense qu'on doit s'attaquer à ces marchés-là, enfin essayer là aussi, c'est de l'allocation de capital, hein. On a alloué du capital vers les solutions, on doit aussi allouer du capital aujourd'hui vers les régions, les géographies dans lesquelles on en a le plus besoin. Super. Alors Philippe, je termine mes discussions toujours sur une recommandation d'un ouvrage qui t'aurait inspiré. Alors qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui ? J'aime beaucoup ce que fait Cyril Dion, par exemple. Cyril Dion, alors je ne vais pas citer Demain parce que tout le monde l'a vu et le film est très connu, mais là il vient de faire à nouveau une trilogie sur Arte. D'accord. Donc trois films qui montrent les 3 étapes, hein, le constat et puis le passage à l'action. Et donc voilà, je vous incite à regarder ces 3 films. D'ailleurs, by the way, Mirova Forward a été un des financeurs de ce film. Super, je mettrai les références dans la newsletter. Voilà. Merci Philippe, c'était super intéressant. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.